En février 2024 sortent les résultats d'une étude IFOP dans le cadre de l'Observatoire Laylo autour de la sexualité des hommes et des femmes sur un échantillon de 1911 personnes âgées de 18 ans et plus. Alors globalement, on nous dit que les Français font moins l'amour. Mais on nous dit aussi que, je cite, « Dans un contexte marqué par une révolution du rapport au consentement, les Françaises acceptent beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie, contre 76% en 1981. Il reste donc 52% de femmes en 2024 qui continuent d'accepter des rapports sexuels avec leurs partenaires sans en avoir envie. Et c'est sur ce chiffre, ces femmes et ce fameux rapport non désiré, non consenti, qu'on va s'arrêter dans cet épisode. Parce que ça me paraît énorme et complètement fou, surtout après la révolution MeToo. Au-delà de moi-même avoir fait partie de ce pourcentage, en discutant autour de moi avec des femmes de mon âge, dans la vingtaine principalement, et quelquefois plus âgées, je me suis rendu compte que je côtoyais des femmes qui faisaient partie de ces 52% et je n'étais absolument pas au courant. Je me suis dit qu'il devait alors y en avoir beaucoup d'autres, des femmes qui se forcent, beaucoup ou juste de temps en temps, et qui ne disent rien, qui ont totalement normalisé cet acte, qui n'en parlent pas, qui ont honte. Et puis j'ai trouvé un second chiffre, partagé dans l'enquête du collectif féministe Nous Toutes, sur le consentement dans les rapports sexuels. 70% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels sans pression de leur partenaire alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et 25% d'entre elles expliquent qu'elles pensaient que le problème venait d'elles. Sans pression, sans violence, sans lourdeur, ces femmes se sont tout de même soumises entre guillemets à un rapport non consenti. Se forcer, satisfaire sexuellement son conjoint sans prendre en compte son propre désir, on appelle ça le devoir conjugal. Ça peut paraître assez archaïque comme expression et pourtant ça définit parfaitement ce que je viens d'expliquer. Le devoir conjugal, ça nous fait penser au mariage, aux couples qui sont ensemble depuis 15 ans, même plus. On s'imagine pas que ça viendrait s'initier dans les couples beaucoup plus jeunes, et pourtant c'est le cas. Même après seulement 3 ans de relation, certaines femmes se sentent obligées de céder à des rapports pour plusieurs raisons. D'où ça vient, le devoir conjugal ? Dans cet épisode, j'ai envie de m'attarder sur l'aspect psychologique et corporel du devoir conjugal et un peu moins sur les aspects sociaux et politiques, même si bien évidemment tout est intimement lié. Quand j'ai cherché la définition du devoir conjugal sur Google, la réponse que j'ai trouvée sur Wikipédia est la suivante. Le devoir conjugal se rapporte à une exigence qui est ou non encadrée par la loi d'offrir une vie sexuelle régulière au sein du mariage. Quant à Fanny Ansom, autrice du livre Devoir conjugal, on en est où après MeToo, le définit comme le fait de minimiser son propre désir ou non-désir pour satisfaire celui de l'autre. Et croyez-le ou non, mais il est encore possible aujourd'hui de divorcer en présentant comme motif le refus de rapport sexuel au sein de la relation. Alors d'où ça vient, le devoir conjugal ? Quand et comment est né le devoir conjugal ? Pour m'aider et m'informer à retracer l'histoire, je me suis aidée du livre Le devoir conjugal, on en est où après MeToo de Fanny Ansom que je viens de citer. Je vais d'ailleurs citer pas mal d'extraits et lire quelques passages pour être sûre de ne rien déformer et que tout soit assez clair et compréhensible. Effectivement, le devoir conjugal n'est pas inscrit dans la loi et pourtant le refus de toute relation sexuelle sans circonstances particulières, sans contexte particulier sur une longue période de temps, peut être considéré comme un manquement au devoir du mariage et justifierait un divorce. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Barbara, 66 ans, en 2019. Dans le cadre de son divorce, elle a été condamnée par la justice à tort exclusif pour avoir refusé des relations intimes avec son mari, ce qui est à ce moment-là considéré comme une faute. Il y a donc préjudice. Il faudrait rendre justice et donner réparation à la victime, qui est son mari. La Cour a estimé que ce refus constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Barbara a finalement saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2021 avec l'aide de plusieurs associations féministes pour défendre le fait que le mariage n'est pas une servitude sexuelle. Alors qu'est-il réellement inscrit dans la loi ? Dans le Code civil de 1804, qui est toujours en vigueur, on retrouve 3 articles qui régissent l'union maritale et plus particulièrement le droit des femmes dans le mariage.
Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Heureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et on comprend totalement que deux époux puissent vivre séparément. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La communauté de vie, elle comprend la communauté de toi que je viens d'énoncer, mais aussi la communauté de lit, qui signifie que l'affection et l'intimité sexuelle doivent être continues et fait partie des conditions d'être du mariage. Et dans une société patriarcale, dans laquelle le plaisir féminin est absent ou sale, dans laquelle le consentement peine à s'appliquer dans la réalité, dans laquelle l'homme a toujours été présenté comme ayant une sexualité proactive et initiateur du rapport, et la femme plutôt soumise et passive au lit, il en va de soi que dans cette communauté de lit, présentée dans la loi, c'est très souvent la femme qui va devoir s'y plier. Si on remonte un peu plus loin encore, c'est le droit canonique mis en place par l'Église catholique qui va officiellement faire le lien entre mariage et sexualité. Ce dernier présente la consommation du mariage, donc le sexe, comme une condition indispensable pour qu'une union soit valide. Et à cette époque, il était bien sûr question de procréation, faire l'amour pour avoir des bébés. Fanny Anselme explique la naissance de la notion de devoir dans le mariage, notamment par les écrits de l'apôtre saint Paul et de saint Thomas d'Aquin. Le premier évoque le don du corps. Je cite, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Ou bien, que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, de même la femme envers son mari. Donc on a le mot devoir qui apparaît explicitement ici. Et le second écrit qu'il existe 2 raisons pour lesquelles les époux peuvent accomplir l'œuvre de chair, avoir des enfants ou rendre le devoir conjugal. On assiste déjà à la mise à disposition du corps de la femme, pour l'homme, mais aussi pour la société, soit pour perpétuer la lignée, donc tomber enceinte et avoir un garçon, ou bien soulager sexuellement son homme parce qu'il en a envie et seulement parce qu'il en a envie, ou bien pour s'occuper des enfants, des tâches ménagères, de la cuisine, faire du travail gratuit en somme. D'ailleurs, petite parenthèse sur le fait que le viol n'a été considéré comme un crime qu'à la fin des années 1980, et que l'objectif premier à l'époque était d'assurer aux hommes la pureté du corps de leurs femmes et celle de leur lignée. Donc encore une fois, c'est une façon pour les hommes de montrer aux femmes que leur corps ne leur appartient pas et qu'on peut leur voler. Poser ses limites, dire non je ne veux pas, je n'ai pas envie, décider pour soi et pour l'autre. Jean-Louis Flandrin, historien français, explique que montrer une certaine résistance, combattre le plaisir sexuel pour une femme, était considéré dans l'ancienne société comme un signe de vertu. Il dit que, je cite, « Les efforts pour conduire la mariée à la maison conjugale sont souvent cause que ses vêtements sont déchirés, ce qui est pour elle un titre d'honneur, car plus une fille dans cette occasion fait de la résistance, plus elle passe pour vertueuse et plus son mari croit avoir droit de compter sur sa fidélité. La résistance de la femme est alors érotisée, elle devient sexy. Ce qui participe au fait qu'il faudrait forcer auprès d'une femme pour obtenir un rapport puisque de toute façon, elle a moins de libido et en plus, elle ne veut pas se livrer tout de suite. Être une fille facile, être une pute, comme si ça devenait un jeu de séduction. Et à contrario, elle rend le consentement féminin douteux et peu désirable. Elle doit montrer son non-consentement avec ferveur. Elle ne doit pas être suspectée d'avoir consenti, d'avoir ressenti du plaisir, de l'envie. C'est d'ailleurs un discours que l'on peut encore entendre dans la bouche de certains mecs aujourd'hui. Un non, c'est parfois un oui caché. Et ici un oui vertueux en l'occurrence. Comment peut-on consentir si l'on fait quelque chose par devoir ? Peut-on vraiment dire non quand on est amoureuse ? Pourquoi se force-t-on encore aujourd'hui ? Parce que pendant très longtemps et même encore aujourd'hui pour beaucoup, être une femme dans un monde d'hommes, c'est subir des gestes et paroles déplacés. Réussir tant bien que mal à se confier, avoir comme retour un non-retour, puisqu'on te dit de ne pas en parler, surtout de garder ça pour toi. Et si ça arrive pendant l'enfance,
On se dit que ce n'est pas si grave après tout. Si les adultes ne s'inquiètent pas plus que ça, c'est peut-être normal. Le sexe, c'est violent, c'est un rapport de force, c'est se donner pour l'autre, c'est accepter même quand on n'en a pas vraiment envie. Être une fille, c'est se faire discrète, c'est se taire, c'est avoir honte. Honte de ses formes, honte de sa sensualité, sa sexualité, honte de ses désirs, de ses besoins. Honte d'être une femme qui plaît, qui se met en avant, qui prend de la place. Être une femme, c'est se comparer aux autres femmes. Être en compétition, complexer, se remettre en question. Mettre les besoins de l'homme avant les siens. Se mettre en retrait, c'est s'oublier et se faire oublier. C'est désirer quelque chose qu'on ne devrait pas désirer. C'est aimer être soumise parfois. C'est devoir et non pouvoir. C'est accepter de ne pas avoir le choix. C'est se battre pour exister. Être une femme, c'est constamment chercher à se faire aimer. C'est avoir des limites que l'on peut franchir. Ce texte, je l'ai écrit après avoir lu le livre Fille de Camille Laurence, que je conseille vraiment à tout le monde. Il raconte ce que c'est d'être une fille dans les années 1960, être une fille pour un père qui souhaitait plus que tout avoir un garçon, être une fille abusée sexuellement par son oncle, grandir en tant que fille face aux garçons dans la famille, dans la rue, au travail, et finalement être une maman pour sa propre fille. De mon côté, il m'est arrivé de me forcer plusieurs fois, avec plusieurs de mes partenaires, d'une part parce que je m'en sentais forcée, contrainte, comme par une injonction supérieure et invisible qui travaillerait à l'intérieur de mon cerveau, sans que je m'en rende compte. Et d'autre part pour garder l'amour qu'il pouvait me donner, pour ne surtout pas qu'il s'en aille et me laisse. Avec un père absent sur le plan émotionnel et affectif, je n'ai fait que chercher à nouveau l'amour des hommes pour me sentir aimée, valorisée et assez bien. Les raisons de se forcer sont multiples, et pourtant, en lisant les différents témoignages tirés du livre Pas envie ce soir de Jean-Claude Kaufmann, ce sont très souvent les mêmes qui reviennent. Par peur qu'il aille voir ailleurs. Par peur de le vexer ou de le décevoir. Par amour, pour lui faire plaisir, pour avoir la paix, par sacrifice pour sa famille, pour ne pas créer de conflit, ou tout simplement parce que c'est comme ça, faut faire avec. Comme si ne plus avoir envie de son mec nous faisait perdre toute notre valeur. Comme si ne plus être une salope au lit nous donnait moins d'importance, en tant que femme, copine, épouse. Comme si on cherchait constamment le regard approbateur, l'affection, l'amour, le désir d'un homme pour se sentir complète, épanouie, jolie, précieuse, valorisée. On a justement souhaité vous lire quelques-uns de ces témoignages. En commençant par Eva, en couple depuis 1 an et demi. Je ressens un sentiment d'appartenance qui me force à mettre beaucoup d'implication dans la relation pour lui céder. Je travaille beaucoup et j'ai de très grosses journées. Lorsque nous nous retrouvons le vendredi soir après avoir dîné, je suis très souvent harassée. Comme je dis, j'ai l'impression d'avoir été droguée, je m'endors très vite, il est impossible de me réveiller. Il commence alors quelques caresses, mais je m'endors au bout de quelques minutes. Alors qu'il commence à être excité et que les caresses deviennent sexuelles, je lui dis que je n'en peux plus. Parfois il s'arrête, mais parfois il continue. Il insiste quand même, et je me sens obligée de le satisfaire. Je fais tout pour me réveiller. Mais c'est impossible, je suis dans un état quasi second de fatigue. Pas d'envie. Mais c'est difficile de dire non, alors je me laisse faire. Parfois il me fait même l'amour alors que je dors. Parfois, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il m'a lourdement forcé la main, alors que je n'avais pas envie, plusieurs fois. Nous sommes en couple, à tort peut-être, mais j'ai l'impression que cela fait partie des obligations d'une petite amie. Angèle qui redoute l'heure du coucher. Aller se coucher était par moments devenu un calvaire. Car dès que le matin arrivait, je me disais « Allez, ce soir tu fais un effort, tu fais l'amour ». Mais quand le soir arrivait, je ressentais comme une boule dans mon ventre et je n'en avais absolument pas envie. Jessica qui s'est forcée jusqu'à ce que son corps lui dise non. Avec mon amie, sur le plan sexuel, je suis passée par plusieurs rôles. Celui de la copine entreprenante qui avait sans cesse envie de lui, celui de la copine passive, puis celui de la copine complètement fuyante. Le problème, c'est que quand il s'approchait de moi, ma mâchoire elle se crispait, mon corps il frissonnait de répulsion et mon cœur il s'accélérait.
car je ressentais le besoin vraiment urgent de dire non. J'avais plus qu'une chose en tête, la culpabilité. Il y a même une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu deviens une copine indigne et frigide ? Il va finir par ne plus vouloir de toi et te quitter. » Ludivine, pour qui la première solution a été de simuler. Je ne me suis pas rendu compte quand j'ai commencé à m'embarquer et à faire semblant. Je ressentais rien, j'avais juste envie de dormir. Mais je sentais que lui, il était à fond dans le truc, qu'il n'y aurait pas moyen de l'arrêter. Et je me suis dit, je suis sa copine aussi, c'est pas très normal de ne pas avoir envie. Je me dis même des fois qu'à force de faire semblant, je vais finir par y arriver. Mais ça vient jamais. Et d'un autre côté, je vois pas comment j'aurais pu lui dire que j'avais pas envie de lui. Faire semblant, c'était obligatoire. Et Soren, mariée depuis plusieurs années déjà. Au début de notre mariage, ça se passait bien. Je faisais l'effort, il n'y voyait que du feu et tout le monde était content. Moi d'être avec lui, que j'aimais. Lui d'avoir une femme plutôt jolie, plutôt gourmande au lit, même si cela était des mensonges, et pas ennuyeuse. Il râlait toujours un peu quand je n'y mettais pas assez du mien, quand je n'avais pas trop envie, quand je tentais de faire l'étoile de mer. Un peu comme si je perdais de ma valeur à chaque fois que je n'étais pas une baiseuse. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai commencé à ne plus pouvoir supporter d'être touchée. Mais je continuais à tenter de complaire à l'idée que je me faisais d'un couple et des besoins d'un homme. Il a été très pressant. Il a tenté de me réveiller la nuit en me masturbant, de me faire culpabiliser, mais jamais il ne m'a physiquement forcée. C'est pas pour ça que je ne ressentais pas une pression folle à ce sujet. On est beaucoup à avoir débuté et construit notre sexualité sur ce modèle. Rien que pour sa première fois, moi j'ai entendu à maintes reprises « La première fois tu verras ce sera douloureux. Faudra peut-être se forcer un peu mais de toute façon t'es obligé de passer par là. La deuxième fois je te jure ce sera mieux. » Mais quelles sont les conséquences ? Pour comprendre les mécanismes mis en place psychologiquement et les conséquences que ces rapports non consentis peuvent avoir sur notre estime, la vision qu'on a de notre corps ou encore notre sexualité future, j'ai discuté avec Aurore Vincenti, linguiste et éducatrice somatique en sexologie. Bonjour Aurore, alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement et nous dire quel est ton métier et en quoi il consiste ? Oui, je m'appelle Aurore Vincenti, je suis linguiste de formation, donc à l'origine, j'ai commencé ma carrière comme ça et aujourd'hui, je suis éducatrice somatique, c'est-à-dire éducatrice corporelle à la sexualité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai fait des études de sexologie, ça signifie que j'ai fait des études également d'éducation somatique. L'éducation somatique, c'est un champ assez méconnu en France, qui touche à la réunion du corps et de l'esprit, des choses qui sont, assez familières, à une vision dans une vision holistique, orientale, de l'être humain, mais, en Occident beaucoup moins et donc comme on avait, en Occident, on était face à ce manque de vision, globale de la personne, corps, esprit et pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. On a créé des pratiques et là, en l'occurrence, la pratique dans laquelle je suis formée, elle a été créée par une Californienne, une Américaine, Bonnie Bainbridge, Cohen, qui elle a en quelque sorte adapté ça au monde occidental, donc avoir une vision, du corps et de l'esprit conjuguée et de la discussion, du dialogue entre les 2, donc une meilleure compréhension, connaissance, conscience, on va dire plutôt, même de son corps et de sa façon d'habiter son corps et donc comme j'ai commencé par ça, ensuite j'ai fait des études de sexologie à la fac de Genève, hein, j'ai passé un diplôme de sexologie et j'ai voulu en fait, utiliser les outils d'éducation somatique pour, rééduquer ou éduquer le corps, des personnes qui venaient me voir, dans leur sexualité et notamment dans les cas de violence, de stress à répétition. Comment réussir à avoir une sexualité heureuse, comment réussir ne serait-ce que, sans même parler de sexualité, habiter son corps, se sentir bien dans son corps, après des événements violents. Mais ça peut être aussi comment trouver des outils, corporels pour retrouver des chemins de désir, donc il y a plein de choses que j'utilise pour aider, soutenir la sexualité et pas avoir qu'une vision, psychologique ou psychologisante de la sexualité. C'est quand même la sexualité se pratique aussi dans et par le corps et ça me paraît hyper important de comprendre, la dimension corporelle, de ne pas la laisser de côté quand on
quand on travaille avec une personne, quand on accompagne une personne, sur des sujets de sexualité. Alors j'ai une première question concernant le désir. Il y a peu de temps, j'ai assisté à une conférence du docteur Nasio, qui est psychanalyste, qui disait qu'il y avait une différence majeure dans l'émergence, la montée du désir chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, ce serait plus visuel. Par exemple, il voit sa femme en train de se déshabiller pour aller à la douche, il est excité. Chez la femme, ce serait davantage psychologique, il faudrait que ça passe par le toucher avec des caresses, etc. C'est des choses que j'ai déjà lues dans des magazines féminins notamment. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a réellement une différence entre euh, le désir masculin et féminin? Est-ce que l'homme a plus de désir que la femme? Et d'où vient le désir chez la femme? C'est très difficile à définir, scientifiquement. En tout cas, il y a pas mal de recherches qui ont été menées sur ces questions-là. Est-ce que les femmes ont physiologiquement moins de désir que les hommes? Est-ce que, par exemple, la testostérone, les taux de testostérone expliquent, un désir plus important chez une population masculine? On se rend compte quand même globalement que la piste biologique ou la piste hormonale ne peut pas expliquer seule les différences de désir entre les hommes et les femmes. Ce que je dirais, c'est que ce dont on se rend compte progressivement là, ces dernières années, dans le domaine scientifique, et d'ailleurs tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le sujet parce que la science, c'est surtout un vaste champ d'hypothèses et ensuite il faut réussir à les vérifier et ça prend du temps. Mais ce dont on se rend compte, c'est que la dimension culturelle et sociale, joue un rôle très, très important dans le rapport au désir. C'est-à-dire que en tant que femme, qui est une catégorie, sociale et culturelle, hein, qui est pas seulement, une catégorie biologique. Bien sûr, il y a le fait d'avoir une vulve, un vagin, un clitoris, qui peut jouer un rôle et qui joue un rôle fort dans la constitution, d'un être humain et notamment dans sa perception et dans le regard que la société et les autres portent sur cette personne. Mais donc le fait d'être une femme, culturellement, ça joue un rôle bien plus important, que, la dimension, physiologique. Ça signifie par exemple que, toute la discrimination à l'égard, des personnes, qui ont une vulve, toutes les injures, les insultes qui portent, sur, les organes des femmes, toute la violence sexuelle qui opère à cet endroit-là, le fait que le viol soit une arme de guerre. En fait, c'est ces différentes couches, qui font que les femmes sont régulièrement, si ce n'est tout le temps, visées, par et pour, leur, sexe. Et bien, ça va créer un stress, une angoisse, voire une peur, une situation de danger autour de la question de la sexualité, une honte aussi. Enfin, je rappelle quand même que dans, la religion, «dominante» entre guillemets en France, qui est le catholicisme, bon, bah, le péché vient par les femmes, la faute vient par Ève, c'est de sa faute si les humains, sont perdus. Donc ça fait peser quelque chose de très, très lourd autour du sexe, de l'intime, heu, pour les femmes et donc ça va générer des comportements, des consciences, des façons de se percevoir, de se voir, qui vont avoir tendance à amoindrir la possibilité du désir. C'est-à-dire que quand on a un sexe qui est constamment, discriminé, insulté, quand de génération en génération, on sait que le viol est un danger, majeur et là je parle en effet, de viol conjugal par exemple ou de viol, tout court, viol de guerre. En fait, ça a pris une telle ampleur de génération en génération que dans nos lignées, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, très probablement ont été touchées par ces questions-là et donc on hérite aussi de cette mémoire en quelque sorte de: «OK, être une femme, c'est vraiment dangereux et avoir une sexualité, c'est aussi dangereux et c'est même ça qui va nous mettre en danger». Donc on a toujours le risque, l'idéal c'est d'être une mère, hein, quand même, d'avoir cette pureté de madone, de vierge, où on s'occupe des enfants et on n'est pas sexualisé. En revanche, être une femme qui a une sexualité, c'est très rapidement être, du côté de la putain et la putain elle n'est pas bien perçue dans nos sociétés. Même si en soi, une femme qui a une sexualité, ça devrait pouvoir être, tout à fait normal, joyeux et vibrant de désir comme pour un homme. Donc le poids de cette culture-là,
il est très, très important sur, la question du désir. Ce qui fait qu'en effet, quand on a peur de désirer, parce qu'on sait que ça nous met en danger, bah, forcément, ça rend les chemins de désir bien plus compliqués à sillonner, on va dire, que, pour quelqu'un qui n'a pas à se poser la question de la violence faite à son sexe. Voilà, donc il y a quand même cet enjeu socioculturel qui est colossal et qui donc explique davantage, la question de la différence de désir. Parce qu'en effet, hein, je le vois dans les couples hétérosexuels notamment, il est fréquent, de recevoir des gens qui disent: «Bah, voilà, ma compagne a moins de désir que moi j'en ai beaucoup, je ne sais pas comment faire» et madame de dire: «Me c'est vrai, j'ai beaucoup moins de désir, je comprends pas, je sais pas comment gérer». Donc dans les faits, ça existe, cette différence de désir, mais elle s'explique de plus en plus et de mieux en mieux par les scientifiques, par des raisons, pour des raisons, socio-culturelles et j'ajoute peut-être une dernière chose, plus le stress est élevé dans le corps d'un être humain, plus la tension est élevée, plus il est difficile pour cette personne, de vivre une excitation sexuelle. Parce que l'état de tension, l'état de stress, il va empêcher un autre stress, d'arriver et l'excitation sexuelle, c'est une montée, c'est un stress. C'est une tension, on parle excitation, tension sexuelle, c'est vraiment une montée, nerveuse. Donc si le corps est déjà dans des états nerveux aigus, il y a peu de chances qu'il arrive à s'exciter à nouveau. D'où le fait que pour réussir à être excité, il faut être relativement détendu. Il faut pouvoir partir d'un endroit où le niveau de tension est plutôt bas et on sait que les femmes dans notre société, pour ne pas généraliser, sont soumises à beaucoup de stress, de charges, mentales, de charges sexuelles, de stress dans la rue, au travail, enfin bon, à répétition. Il faut que Mmh. le niveau de base de stress, d'une femme va avoir tendance à être plus élevé que celui d'un homme et encore, ce sont des généralités culturelles, mais quand même, c'est intéressant à noter. Je me dis aussi que la notion de devoir vient compliquer les choses dans le fait de pouvoir dire oui ou non quand on en a envie ou pas. La notion de devoir, qui est aussi une notion, juridique, hein, quand même à l'origine, il s'agissait, quand même dans le devoir conjugal de satisfaire, le conjoint, enfin l'époux dans l'union du mariage qui est une union, juridique pour en vue d'une procréation, hein. C'est quand même ça, l'origine de cette situation donc c'est un devoir qui est, tenu, lié par la loi. Et bien, en effet, la notion de devoir, elle va créer une pression, un stress supplémentaire, une charge supplémentaire qui va honnêtement inhiber, toute possibilité de désir ou en tout cas beaucoup de possibilités de désir, parce que ça crée du poids, ça crée une impossibilité, d'avoir envie et c'est ça, la question du désir, c'est de la possibilité d'avoir envie ou pas, à quel moment, on a envie, sans cette liberté-là, cette marge de manœuvre, cette souplesse dans l'espace en quelque sorte, avoir l'espace de désirer, sans ça, et bien le désir il est contraint et donc il ne peut pas exister en quelque sorte. Alors il peut y avoir une manifestation d'excitation qui se produit quand même, parce que le corps est bien fichu et que parfois il envoie des signaux d'excitation pour, faire en sorte que les choses se passent bien. Mais, mais le désir se nourrit de liberté, le désir se nourrit, d'espace, de souplesse en quelque sorte. On a lu précédemment plusieurs témoignages de femmes plus ou moins installées depuis longtemps dans une relation, parfois même mariées depuis plusieurs années, qui ont pris l'habitude de se forcer avec leur partenaire. Est-ce qu'il y a des conséquences psychologiques au fait de se forcer et quels peuvent être les schémas qui vont se mettre inconsciemment en place dans notre cerveau pour peut-être éviter un futur rapport? Le fait de se forcer, ça va créer en effet, des chemins dans le cerveau comme dans le corps, assez particuliers, c'est-à-dire qu'on va contraindre son corps, on va contraindre son esprit aussi à faire des choses qu'il n'a pas envie. On va en quelque sorte lutter contre soi. C'est-à-dire qu'on va au lieu de collaborer avec soi-même, dans une vision là aussi, globale, holistique, voilà, je suis, je fais ce que j'ai envie de faire, je suis mon désir, je ne me contrains pas à des choses,
qui me font pas envie, voire qui me font mal, voire qui me violentent, et bien, si on se met à contrarier, cette partie de soi, en fait, c'est comme si on se scindait en 2, qu'il y avait une partie de soi qui forçait l'autre à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Donc il va y avoir comme une rupture de confiance, à l'intérieur de soi. Ce qui fait que, et pour plein de bonnes raisons, hein, parfois le fait de se forcer, c'est lié à l'idée qu'on se fait intérieurement, même une idée inconsciente, que si on ne se force pas, on risque quelque chose. On est en danger. Donc il y a une partie du psychisme qui se dit: «Bon, OK, il y a un danger, il vaut mieux qu'on y aille quand même». Donc ça c'est très ambigu, c'est très subtil, mais il y a ça crée donc ce que je disais, une espèce de rupture de confiance interne, où il y a une partie de soi qui va se sentir, à répétition, trahie, forcée, contrainte à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Et le problème, alors le problème c'est que c'est grave de faire ça en soi, surtout quand c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre et quand on arrête de s'écouter soi-même, ça c'est une chose. Et puis surtout, ça va créer, en effet, comme, vous le disiez, des comportements, des symptômes. Alors ça peut être des symptômes, qui vont signaler qu'il y a un problème. Donc, ça peut être des cystites à répétition. Pour éviter tout rapport sexuel. Quand la cystite arrive, après chaque rapport sexuel, le corps, envoie un signal en disant: «Bon, bah, peut-être que le rapport sexuel, c'est pas une bonne idée», et il va mettre le corps dans l'incapacité, en quelque sorte, d'avoir un échange intime. Ça peut être des mycoses. Bon voilà, on peut avoir des symptômes comme ça, physiologiques, à répétition qui sont liés au fait que cette partie du corps, on voit des signaux en disant: Ce n'est plus possible en fait, il faut que tu arrêtes de faire ça, je peux plus vivre ça à répétition, c'est trop de stress, ça me met trop en danger, ça me violente trop». Et visiblement, tu comprends pas le message, donc je vais te le renvoyer encore et encore pour que tu comprennes que, il y a bien un problème à cet endroit. Et puis, et ça bon, bah, ça crée des choses dont il devient difficile de se sortir. Heu, alors c'est tout à fait possible, mais à force d'envoyer ce même message-là, le corps prend des habitudes en quelque sorte. Donc on peut se sortir d'une situation, arrêter de se forcer, mais pourtant dès qu'on aura envie d'avoir un rapport sexuel, qu'il sera, plaisant, désirant, agréable, dans lequel on aura du plaisir, et bah, ça ne veut pas dire que derrière on n'aura pas une cystite. Parce que le corps aura pris le pli de comprendre, le sexe c'est dangereux. Quand j'ai un rapport sexuel, je me mets en danger, donc je vais envoyer un signal de: «Ça ne va pas». Alors même que la situation dangereuse ou la situation contraignante a disparu. Donc ça, c'est un des premiers risques, enfin une des premières choses qui est vraiment, importante et à laquelle j'ai souvent affaire. Et l'autre chose, c'est en effet, les comportements d'évitement. Donc plutôt que d'entrer dans une communication, fertile avec un partenaire, ce qui parfois n'est pas possible, hein, donc le comportement d'évitement permet aussi de de pallier ce manque de communication. Eh bien, ça va être, bah, trouver, les moyens au moment de se mettre au lit, de n'être surtout pas, disponible physiquement, c'est-à-dire d'envoyer des signaux, d'indisponibilité, pyjama en pilou, Netflix, sur le téléphone. Enfin, il y a plein de façons d'éviter un rapport sexuel, dans notre monde contemporain. Hem et ça, ces comportements-là, ou alors ça va être de et ça rejoint la dimension comportementale et le symptôme physique, tout à coup un mal de tête au moment de se mettre au lit, ou alors un symptôme qui va être accompagné d'un comportement, je me barricade sous un gros pyjama et tout à coup j'ai mal à la tête et je suis épuisée, ou alors une énorme fatigue. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent se mettre en place, pour éviter à tout prix, le fait d'avoir, ce moment de discussion même intérieure de: «OK, j'y vais ou j'y vais pas». Bah non, on coupe court à ce questionnement-là, tout simplement on bloque l'accès. Est-ce que le fait de se forcer à répétition, ça ne va pas aussi changer la vision qu'on va avoir de soi, de son corps, atteindre notre estime de nous-mêmes, ce qui fait aussi qu'on va être moins confiant pour poser ses limites et dire non? Oui, ça va un peu dans les 2 sens. C'est-à-dire généralement, quand on en arrive, et ça concerne tellement
tellement de gens, tellement de personnes, à se forcer et se forcer à répétition, c'est parce qu'il y a un endroit dans notre éducation, dans notre formation personnelle où on s'est dit, où on s'est convaincu du fait que, bah, il valait mieux être obéissante, il valait mieux respecter les règles, il valait mieux faire, comme on nous demandait et que c'est comme ça qu'on allait être, accepté, valorisé, aimé. Ça peut se jouer très tôt dans l'éducation avec les parents, quand, je fais tout comme on me dit, et bien, mes parents, sont contents, c'est le moment où ils sont souriants avec moi, ils me donnent de la tendresse et de l'amour. Alors que, quand je ne rapporte pas les bonnes notes, quand, je fais un peu selon mon besoin ou mon désir, bah là, pour des choses simples, hein, des choses de l'enfance, bah là, mes parents ne sont pas contents et donc ils me punissent d'avoir fait, selon mon désir et mon besoin, et non selon leurs désirs et leurs besoins. Donc ça, c'est une éducation qui peut arriver très, très tôt, c'est-à-dire qui précède la question de la sexualité et donc qui va néanmoins conditionner, le rapport à la sexualité qu'on va avoir et il est vrai que l'éducation des petites filles, est telle que qu'on fabrique des petites filles super obéissantes quand même dans l'ensemble. Plus calmes, plus tranquilles, gentilles, qui font bien comme il faut et ça va avec le discours, hein, «Oh, c'est un petit garçon, c'est turbulent, c'est agité, c'est mignon». Une petite fille, il faut pas qu'elle soit turbulente, agitée, il faut qu'elle soit sage, ça va être, on va valoriser chez les petites filles, la docilité, alors que chez les petits garçons, on va valoriser, l'agitation, la force, la puissance, l'énergie. Et ça, le fait que ça vienne très, très tôt dans la vie, bah, quand on en arrive à une vie sexuelle, c'est-à-dire après, je sais pas, 15-20 ans de vie où on a déjà vécu plein d'autres choses que de la sexualité, et bien, ça va créer des comportements où on va avoir tendance à reproduire ce qu'on a appris. C'est-à-dire, il faut que je sois docile, il faut que je sois gentille si je veux être aimée et notamment être aimée par un compagnon ou par, un amant, un ami, un mari, eh bien, il faut que je lui donne exactement, ce qu'il demande et d'ailleurs, si je le fais pas, il va me faire la gueule ou, il va me le reprocher ou il va me montrer qu'il n'est pas content de cette situation et ça, c'est conditionné très, très tôt. Ensuite, le fait de le renforcer, c'est-à-dire de renforcer ce comportement en se forçant, à jouer contre soi, contre son camp, ça crée quelque chose où bah, on va en effet, se ne on va perdre confiance en soi. C'est-à-dire confiance en ses propres limites, en ses propres ressentis, en ses propres sensations. C'est-à-dire que ça va pas être: «Qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je désire? OK, j'ai très envie, j'ai beaucoup de désirs» ou bah, là, j'aurais surtout besoin de me reposer, de me détendre ou en fait, là, mon corps me dit que j'ai faim, donc j'aurais besoin de surtout, me faire un bon repas. On va apprendre à ne plus faire confiance à ces sensations qui sont, essentielles, premières, en fait, assez simples à l'origine, auxquelles on devrait pouvoir faire confiance, mais en leur disant non à répétition: «Tu as pas envie? Si, si, tu as envie, tu vas avoir envie, il faut que tu aies envie de toute façon». Eh bien, il va y avoir une espèce de brouillage où, on ne sait plus très bien à quel moment on a vraiment envie ou on n'a pas envie et donc on va plus regarder son corps, ses émotions, ses sensations avec justesse. Ça on va plus tellement savoir ce qu'on ressent, savoir ce qu'on sent et encore moins pouvoir le nommer. Ce qui fait que, je constate qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent avec des problématiques de désir. J'ai pas de désir, ma sexualité ne fonctionne pas avec, mon compagnon par exemple, ça ne marche pas, j'ai même pas de plaisir à ce stade et quand je demande: «Mais qu'est-ce que vous aimeriez? Quels seraient vos désirs? Qu'est-ce qui vous plaît dans la sexualité?» La plupart du temps, j'ai une réponse qui est quasiment blanche, c'est-à-dire: «Bah, je sais pas, je sais pas» et ce «je sais pas», il vient pas d'un manque d'éducation, de «Tu as pas bien fait ton travail et tu devrais savoir parce que si tu» c'est même pas ça, c'est juste: «Je sais plus, en fait, je sais plus, j'ai cessé d'écouter mon corps, donc je ne sais plus dire, en fait, je ne sais même plus faire confiance à mon corps et à ce qu'il ressent. Ça se joue à cet endroit-là et donc dans le regard qu'on porte sur soi, en effet, c'est dur parce qu'il y a aussi le sentiment d'être perdu chez soi, en quelque sorte, de ne plus de ne plus se sentir et de même plus sentir ses limites. C'est-à-dire je finis par avoir des comportements à risque
parce que je ne sais plus quelles sont mes limites, je ne les appréhende plus et donc cela finit par me violenter parce que je sais plus dire, je ne sais plus faire. Et alors, comment on peut réassocier sexe et plaisir après plusieurs rapports forcés? Mmh. Heu, à mon sens, ça peut se jouer de plusieurs, façons différentes. Déjà, avec la personne avec qui on a une sexualité, s'il est possible d'engager un dialogue, ça c'est une bonne chose à mettre en place, essayer de discuter de ces choses-là, de communiquer quand même. La communication dans le couple, elle quoi qu'on en dise, ça on dirait un poncif, mais c'est assez essentiel et souvent alors qu'on peut partager dans un couple les choses les plus intimes, c'est-à-dire se mettre nus, heu, mettre nos organes sexuels, l'un dans l'autre. Enfin, c'est des choses qui quand même paraissent hyper intimes et pourtant il y a une espèce de tabou, de blocage sur la communication et sur l'échange, la parole autour de ces questions-là. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Comment on peut en arriver dans un couple à ne même plus pouvoir en parler, alors, qu'on échange des choses qui sont presque plus intimes que la parole. C'est très intéressant ce mécanisme, à quel point on aussi on a peur de heurter, de blesser l'autre, à quel point parler, c'est peut-être aussi se rendre compte qu'il y a un problème, mais c'est pas évident. Donc, il y a, d'une part, cette question de rétablir, le dialogue et de remettre l'autre personne, l'autre membre du couple dans l'équation de la question du désir et de la sexualité. C'est-à-dire que la question du désir notamment et du désir sexuel dans le couple, ce soit plus uniquement le problème de la personne qui n'en a pas ou qui en a moins. Parce que ça, c'est très, très fréquent. C'est-à-dire que moi, le nombre de personnes et en l'occurrence, ce sont des femmes cis dans des relations hétérosexuelles qui viennent me voir et qui me disent, je j'ai le problème on a un problème dans mon couple, mais c'est de ma faute, je n'ai pas de désir. Partir de ce postulat-là, c'est un souci. C'est-à-dire que c'est une question qui se travaille à 2, vraiment. Et ça, c'est pas évident parce qu'on n'est pas éduqué à partager la responsabilité. On est éduqué à prendre la responsabilité sur soi, sur nous. Donc, c'est remettre, l'église au milieu du village, remettre le problème du désir, au sein du couple, de voir comment ça se joue entre les 2 partenaires pour comprendre ce qui vient bloquer, la communication sexuelle et le plaisir partagé ou le désir partagé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ça, la question hem, de comment, on va en fait, la les il y a beaucoup de femmes qui se forcent, non pas parce que juste, elles ont pas du tout envie et elles se forcent. Ça peut aussi venir d'un endroit de, j'aurais très envie d'avoir cet échange intime, cette communication et cette connexion amoureuse et sexuelle avec un partenaire, avoir du plaisir. J'ai envie de ce lien-là avec la personne que j'aime. Ça peut partir de ça. J'ai envie de ce lien-là, j'ai envie que ce soit beau entre nous, j'ai envie qu'on puisse, heu, bah, danser cette danse-là de la sexualité, du désir partagé, du plaisir partagé. Il y a cette, voilà, il y a cette volonté et ce désir-là. Mais dans les faits, quand nous arrivons au lit ensemble, ça marche pas du tout pour moi et ça marche pas parce que je suis cassée, ça marche pas parce que mon corps veut pas, ça marche pas parce que j'ai physiologiquement moins de désir, ça marche pas parce que sa façon de faire à lui, dans l'hétérosexualité, hem, va inhiber, bloquer tout mon désir. Et ça peut être notamment une chose que je constate beaucoup, c'est, un désir qui prend le dessus sur l'autre, qui va venir s'imposer, se plaquer sur l'autre avec beaucoup de force, de vigueur, avec aussi cet imaginaire de virilité, de vigueur, d'énergie, ce fameux imaginaire de l'énergie chez les petits garçons, bah, on le retrouve chez les hommes adultes. OK, le sexe, ça doit être, viril, brutal, puissant, fort, intense. Mais l'intensité, elle se joue pas forcément, il y a une erreur sur la perception aussi, elle se joue pas forcément à cet endroit-là et pour certaines femmes, ça va pas marcher du tout. C'est-à-dire que ça va, au lieu de les exciter ou de leur permettre d'exprimer leur propre désir, c'est comme si ça allait venir par le côté massif, écraser leur désir. Et donc là, bah, le corps tout à coup, bah, il y a pas de désir, il y a pas de plaisir, il y a rien et elles se retrouvent dans une situation où, bah, elles auraient bien aimé, mais ça ne fonctionne pas. Et donc elles vont quand même le faire parce qu'elles aiment leur partenaire et elles veulent lui faire plaisir
Donc il y a aussi cette dynamique-là qui ne vient pas de juste: «J'ai pas de désir sexuel, j'ai pas envie de sexualité, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas», mais plutôt, visiblement, mon rapport à la sexualité et au désir, même si moi-même je ne le connais pas très bien, en tout cas mon partenaire non plus, il le connaît pas et c'est pas comme ça et avec lui de cette façon que je vais réussir à le comprendre et le découvrir. Donc il y a au fond une rééducation ou une éducation sexuelle à faire dans le couple. Vraiment, ça c'est super important. C'est pas juste, on va prendre la personne qui a pas de désir et on va essayer de lui gonfler le désir à bloc. D'autant que ça, je le vois, hein, les personnes qui arrivent seules pour gérer un problème de désir dans le couple, moi mon warning, ma petite lumière qui s'allume quand je les vois arriver, c'est je leur dis: «Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas consulter avec, votre partenaire?» Bon, bah, parfois c'est pas possible et je me dis: «Bon, bah, c'est qui tout double, ça peut mener à une rupture» et pourquoi pas, en soi? Mais, le nombre de femmes que j'ai vues retrouver leur désir, leur plaisir, leur envie et se dire: «Mais en fait, c'est clairement pas avec ce partenaire que je vais le vivre» et c'est ça remonte tout, ça regonfle tout à bloc, mais, la personne en face, bah, elle a toujours pas bougé, elle a pas évolué et donc, c'est pas avec cette personne que la sexualité va se vivre et que le désir va se vivre et donc ça mène parfois à, je vais dire souvent, à des ruptures. Et la deuxième façon de travailler le désir et donc ça me paraît aussi, absolument essentiel et à faire conjointement, c'est-à-dire aussi d'un côté avec un partenaire, si on a un partenaire à ce moment-là. Si on est seul, on est célibataire, il y a pas de problème, on le fait seul, mais donc coupler ces 2 choses, c'est réapprendre à être bien dans son corps, à éprouver du désir et du plaisir dans son corps et ça passe par plein de choses qui ne sont pas sexuelles ou en tout cas pas, explicitement sexuelles. C'est-à-dire retrouver du plaisir à être dans son corps. Ça peut être, quelque chose de très bête très bête et pas si évident, pas forcément accessible à tout le monde, mais qui est nager dans la mer et sentir sa peau et le contact de l'eau sur sa peau et éprouver du plaisir à ça. Ça peut être sentir le soleil sur sa peau. Ça peut être, prendre du plaisir à manger quelque chose et vraiment s'en délecter et prendre le temps de le faire. En fait, ça va être, une éducation à la sensorialité ou à la sensibilité aussi, heu et qui passe par le fait de ressentir du plaisir et du désir dans son corps par soi-même, pour soi-même, non enfin, indépendamment d'une autre personne. Je pense aussi à la danse, au fait de danser, au fait d'avoir, des pratiques, corporelles qui sont pas, dans pas sportives au sens où il y a un objectif, il faut une performance, mais plutôt dans, le corps bouge et le plaisir de ce corps mouvant ou ce mouvant va va procurer, une sensation de désir, de joie, voilà, c'est tout ça qui est mélangé et qui va pas être du désir, sexuel à proprement parler ou en tout cas pas explicitement comme ça, mais ça se cultive aussi et je dirais même surtout personnellement par ce biais-là. Est-ce que tu penses qu'un couple avec une grande différence de libido et de désir pour chacun des partenaires peut tout de même vivre une relation complètement épanouissante et pas seulement sexuellement parlant, mais aussi dans la relation en elle-même? Oui, je pense que la question de la différence de désir dans le couple, elle n'est jamais définitive. C'est-à-dire que, heu on n'est pas voué à avoir un taux de désir ou un style de désir éternellement qui ne bougera pas, qui sera le même toujours et avec la même quantité. Ça, je vraiment le désir, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui évolue dans le temps. Il y a des périodes mais d'ailleurs on le constate quand on met toute son énergie, désirante et créatrice à des endroits, par exemple de travail ou de construction de quelque chose, bah, on va avoir peut-être un peu moins de désir à mettre dans la sexualité et ça ira très bien comme ça et il y a des périodes de vie où voilà, il y a plus d'énergie est mise ailleurs que dans la sexualité et d'autres périodes où au contraire, et bien, il va y avoir un savant équilibre entre plein de choses qui font que le désir sexuel a toute sa place et peut s'exprimer et va même nourrir d'autres types de désirs dans la vie, des désirs de fabriquer des choses, de créer de nouvelles choses, d'inventer de nouvelles formes. Hem, je dirais que désir et créativité sont très liés, dans la vie d'une personne et donc je ne condamnerais pas un couple à avoir des niveaux ou des taux de désir, bien définis, qui ne bougeraient pas et qui n'évolueraient jamais. En revanche, qu'il y ait une différence d'échelle de désir dans le couple à des moments et que ce soit tout à fait vivable et joyeux, oui, ça évidemment, je pense que c'est tout à fait, hem,
vivable, dans la mesure où chacun, chacune est en capacité d'exprimer, son besoin, sa nécessité sur le moment. Comment on fait pour aménager ces différences-là? Qu'est-ce que ça va impliquer? Alors admettons que moi, en ce moment, j'ai pas trop de désir parce que j'ai besoin de l'investir ailleurs et que bon, c'est comme ça, c'est la période que je suis en train de traverser en ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Comment tu as envie de le vivre? Est-ce que ça va être difficile pour toi? Que tout ça puisse être, exprimé en termes de ressenti, pas de: «Il faut que tu fasses» ou «Voilà mon idée sur la question», mais plus: «Voilà ce que je ressens et qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, qui me ferait du bien à cet endroit-là?» Et ensuite même, et ça c'est une communication et un dialogue de couple, hein. Comment est-ce que je peux t'accompagner là-dedans? Est-ce qu'il y a des façons, qui pourraient, te convenir et me convenir? Mais il faut qu'à chaque fois, ça convienne aux 2 dans la situation, donnée. C'est-à-dire qu'on peut pas ça peut pas être: «Je me force à faire quelque chose pour toi, parce que ça te fait plaisir et moi, j'en ai pas du tout envie». Ça en quelque sorte, j'ai envie de dire plus jamais. Ce serait à établir dans le couple. Plus jamais, plus jamais. Heu, et ce passage, il est pas facile à négocier quand on est une femme. Moi, j'ai mis du temps, je dirais à vraiment me dire: «Mais ce n'est pas admissible, ce n'est pas admissible. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne me forcerai plus jamais à faire quelque chose que je ne veux pas dans ma sexualité». C'est c'est tellement contraire à l'éducation qu'on reçoit que, ça met du temps de se dire: «J'ai droit à ça. J'ai droit à ne pas avoir de devoir conjugal». Il y a aussi le sentiment de honte qui nous enferme beaucoup dans notre dialogue interne et qui complique la communication avec son partenaire. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour en parler et aussi pour avouer qu'on s'est forcé et faire rendre compte à l'autre qui s'est aperçu de rien au final. C'est vrai, il faut beaucoup de courage et qui dit courage, beaucoup de force. Enfin, c'est pas évident du tout de sortir de la honte qui est une émotion qui est, tellement présente, sur ce sujet et qui, au fond, est une émotion, tellement universelle de domination. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil numéro un de domination, la honte, faire en sorte que les minorités ressentent de la honte. C'est, c'est tellement commun que pour se sortir de ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile et c'est pas juste que le travail, soit à faire du côté, des personnes qui ressentent cette honte pour s'en sortir elles-mêmes. C'est pas drôle. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de dire: Il faut sortir de cette honte» parce que souvent la honte est plus forte que, l'idée d'en sortir. Mmh, mais en effet, dans le dialogue amoureux et dans le dialogue sexuel, la honte n'a pas sa place, ne devrait pas exister. Si elle est là, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, c'est le symptôme ou c'est le signal d'un problème. Dans un échange, amoureux, équilibré, sain, heureux, heu, il ne devrait pas y avoir de honte. Donc c'est intéressant de le voir aussi comme un peu comme un symptôme physique en quelque sorte. C'est-à-dire comme je parlais tout à l'heure de toutes ces manifestations du corps qui va venir bloquer la possibilité de rapport sexuel, bah, voir la honte aussi comme un symptôme de: «OK, il y a quelque chose qui ne va pas». Et peut-être déjà faire ce diagnostic, ça permet de commencer à questionner les mécanismes dans lesquels on est, la situation dans laquelle on s'est retrouvé, peut-être même la relation dans laquelle on est et voir comment cheminer avec ça et hors de ça surtout. On entre très vite dans un cercle vicieux d'évitement. On perd et on oublie le désir, ce qui nous fait plaisir. Personnellement, il y a des périodes où je n'osais même plus me déshabiller devant mon mec, de peur de lui donner envie et devoir dire non, une nouvelle fois, ou bien me forcer, une nouvelle fois. Je me suis sentie bien trop souvent utilisée. J'ai bien trop souvent fait plaisir avant même d'avoir envie, comme si la question ne se posait pas. Je me suis bien trop souvent assise sur mes limites sans penser aux répercussions. J'ai eu l'impression parfois d'être cassée, que mon corps ne fonctionnait plus, que j'avais perdu ma féminité, que je n'étais pas digne du plaisir suprême qu'est le sexe.
Pour toutes celles et ceux pour qui cet épisode a résonné, j'espère qu'il a pu faire naître quelques questions et ouvrir des portes et réflexions. Et si vous vous sentez concerné par le devoir conjugal et tous ces rapports non consentis, non désirés, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel en sexologie. J'espère que l'épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses et je vous prépare un bonus qui arrivera très bientôt avec un témoignage supplémentaire qui me paraissait important d'ajouter. En attendant, n'hésitez pas à donner une note au podcast et à réagir à cet épisode sur l'Instagram chez soi-podcast.